Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct du Sénégal à Dakar, une petite île à côté de Dakar qui s'appelle l'île de Gorée, connue pour être la passerelle des esclaves à l'époque. Bref, je vais pas te faire un cours d'histoire parce que dans cette vidéo, on va plutôt parler encore une fois d'investissement financier, hein, tu commences à avoir l'habitude. Et je vais te parler de quel est le comportement finalement idéal à adopter lorsque se profile à l'horizon un crash financier, une crise financière, appelle ça comme tu veux, bref, une très grosse correction sur les marchés financiers. Donc je vais me mettre juste un petit peu à l'ombre ici avec mes amis les chats qui sont en train de se manger de la viande crue, bien sympathique. On va être bien tranquille ici pour cette petite vidéo. Donc je me suis noté en fait 4 comportements que tu devrais pouvoir et devoir adopter lorsqu'il y a un crash financier. En fait, je sais pas si tu le ressens, mais en ce moment sur les marchés financiers, il y a énormément de discours, on va dire négatifs, que tu peux entendre à droite, à gauche. Alors de la part de ceux qui depuis toujours disent que tout va s'effondrer, tout va s'écrouler et compagnie. Mais tu as aussi beaucoup d'investisseurs beaucoup plus rationnels d'habitude qui en ce moment sont en train de te dire que voilà, peut-être que la fête est réellement finie, peut-être que les arbres ne montent potentiellement pas jusqu'au ciel. Bon, ça c'est une vérité absolue, mais voilà, il y a beaucoup plus de gens qui sont prudents en 2022 que ce qu'on a pu sentir en 2021 où l'argent était donné, distribué et était littéralement gratuit. Là on sent que les discours ont un petit peu changé, surtout notamment suite aux différents discours notamment de la Banque centrale aux États-Unis où Jérôme Powell a pu dire que ça y est, les taux d'intérêt vont potentiellement réaugmenter, où on va arrêter de racheter des actifs, où on va arrêter finalement de donner de l'argent gratuit comme on l'a fait en 2020, comme on l'a fait en 2021 et où tout augmentait, que ce soit les marchés financiers ou les crypto-monnaies. Donc je regarde en même temps un petit peu mes notes. Alors évidemment, dès lors que l'on parle d'augmentation des taux d'intérêt, ce qu'il faut savoir c'est que ça fait tout de suite un mouvement de vague sur les marchés financiers et généralement les investisseurs c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas comme discours, ils sont généralement assez inquiets dès qu'ils entendent ce genre de discours et c'est littéralement négatif pour les marchés financiers et pour l'économie dans sa globalité. La réalité aujourd'hui quand même qu'il faut avoir en tête c'est que l'économie elle est très fortement endettée suite à tout ce qui s'est passé ces dernières années, donc c'est quand même fort probable que les taux d'intérêt augmentent mais dans des mesures qui seront relativement limitées puisque on ne peut pas trop augmenter les taux sinon ça viendrait handicaper et affaiblir finalement notre économie qui est déjà peu solide vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de tout ça, mais il ne faut pas non plus, je pense, sous-alourdir les propos de Jérôme Powell et de la Banque centrale lorsqu'il dit qu'il va augmenter les taux d'intérêt. Je pense qu'ils augmenteront mais de façon relativement raisonnée et potentiellement ils augmenteront que très peu, voire pourquoi pas du tout, puisque à chaque fois les discours sont relativement quand même flous lorsque Jérôme Powell parle. Donc voilà, également ce qu'il faut voir en ce moment c'est que je te l'ai dit, il y a beaucoup de négativisme, bref tu l'as compris, de négativité, c'est quand même le meilleur mot autour des marchés financiers, notamment parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà beaucoup souffert au niveau de leurs cours, compris moins 20, moins 30, moins 40%, et en fait on se rend compte que comme toujours il n'y a qu'une poignée d'entreprises qui sauvent les marchés financiers, notamment en ce moment il y a Apple qui a publié de très bons résultats, et Apple ayant une très grosse capitalisation, dans l'indice global du S&P 500 ça sauve les meubles entre guillemets, alors que la réalité elle est quand même beaucoup plus nuancée. Et donc il faut faire attention à ça quand on regarde entreprise par entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà subi de grosses corrections sur leur valorisation, et le S&P 500 là récemment il était à peu près à moins 8% par rapport à son ATH, son point de plus, son plus gros niveau de points finalement pour parler en nombre de points. Donc voilà les amis. Alors personne n'a de boule de cristal, c'est ce que je dis toujours et c'est ce que j'aime toujours répéter. J'ai beaucoup de clients qui me disent Raph, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Est-ce que c'est un bon moment pour commencer à investir? Tout le monde dit que ça va s'effondrer. Il y a en même temps tous ceux qui disent que non, en 2022 on va toujours continuer d'atteindre un nouveau record sur le S&P 500, sur les différents indices. Je sais pas quoi faire, Raphaël, que faire? Ma réponse elle est simple, elle est celle que j'ai toujours dit, c'est te prends pas la tête, n'essaye pas d'avoir une boule de cristal et de deviner ce qui va se passer dans le futur, puisque personne ne peut prétendre ce qui va se passer. En 2022 on peut très clairement corriger fortement, dès demain, dès la semaine prochaine, dans 2 mois, dans 6 mois, tout comme on peut avoir une très bonne année en 2022 encore une fois et corriger en 2023, en 2024 ou en 2025 ou encore plus tard, on n'en sait rien aujourd'hui, tout peut littéralement se passer. Donc ma réponse à ça c'est oui, un jour ou l'autre il y aura un crash, oui un jour ou l'autre il y aura une grosse correction, oui un jour ou l'autre ça va faire mal, mais personne ne peut le savoir. Donc ce qui est sûr et certain c'est qu'il faut continuer d'investir et on va voir ensemble quels sont les 4 comportements désormais à avoir. Moi personnellement en janvier j'ai investi, en février j'ai investi, en mars je vais investir, en avril je vais investir chaque mois que cette année fait sans aucune exception, et je vais même renforcer, je vais même investir encore plus fortement que ce que j'ai investi en 2021 parce que j'ai un peu plus de capitaux en 2022 qu'en 2021 et donc je vais investir plus fortement. Alors le premier comportement que j'aimerais te partager lors d'une crise financière, c'est finalement de ne pas panic sell, donc ne pas vendre dans la panique. Alors ça peut paraître être quelque chose qui a été dit et redit, répété et re-répété. Hop, on va dans cette petite ruelle avec les petits chatons qui dorment tranquillement.
ça a peut-être été répété et répété, mais malheureusement on observe toujours le même comportement, c'est que énormément et beaucoup trop de gens vendent dans la panique lorsque ça se met à chuter fortement. Et ça c'est le plus gros finalement des problèmes, puisque en fait tu vends au pire moment. Quand tu vends dans la panique, lorsque les cours sont en train de s'effondrer, tu vends dans le pire des moments. Et c'est littéralement là en fait que se fait le transfert de richesse des gens qui sont patients et intelligents et réellement riches, les vrais riches, parce que tous ceux qui vendent au pire moment, ce sont entre guillemets des gens qui ont encore cette mentalité de pauvre ou qui n'ont pas réellement la mentalité d'investisseur, qui sont impatients, qui ont peur, qui réagissent à ce genre de sentiments. Et c'est très très mauvais. Donc littéralement, tous ceux qui investissent lorsqu'il y a des cours qui baissent très fortement, ce sont ceux qui s'en mettent plein les poches, parce que c'est injuste presque, parce qu'ils en fait ils prennent les actions de ceux qui ont peur à des prix très 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 bons. Et donc c'est là où il y a le vrai transfert de richesse finalement. Donc faites très attention à ça, ne vendez pas dans la panique, ne vous dites pas que c'est en train de baisser et que du coup vous allez tout vendre maintenant et racheter quand ça sera au plus bas, parce que le plus bas vous savez pas c'est quoi, vous savez pas si ça va encore descendre, vous savez pas si vous allez avoir les couilles, excusez-moi de le dire comme ça, à racheter quand ça sera au plus bas. Parce que l'idée et la théorie sur le papier de dire je revends tout et je rachète quand c'est au plus bas, comme ça j'en ai plus, c'est bien sur le papier, mais dans la pratique rares sont ceux qui ont les coronesses de racheter quand c'est au plus bas et quand l'économie elle est au plus bas et que tout le monde a peur et que tous les médias, tous les gourous vous disent attention, attention, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Non, ça c'est la théorie, la pratique elle est rarement comme ça. Donc premier comportement, ne pas vendre dans la panique les amis. La deuxième chose, c'est de se focus finalement sur le revenu et comprendre encore une fois que un portefeuille en bourse, c'est pas forcément uniquement que les plus-values et les moins-values, mais c'est potentiellement également les revenus que génère ce portefeuille. Et en fait moi ce qui se passe c'est que je regarde que très rarement la valorisation de mon portefeuille. Par contre ce que je vais regarder c'est les revenus que génère ce portefeuille. Donc par exemple, pour parler concrètement, plutôt que de dire j'ai un portefeuille à 1 million de dollars, non, ne dites pas ça, ne regardez pas ça, mais dites-vous plutôt j'ai un portefeuille qui génère 50 000 dollars de revenus chaque année, donc une rentabilité de 5%. 5% de 1 million de dollars, ça fait 50 000 dollars à l'année. Et de cette façon là, que votre portefeuille il vale 1 million ou 800 000 dollars, finalement votre portefeuille il vous génère toujours ces 50 000 dollars à l'année de dividendes. Donc concentrez-vous sur le revenu, c'est vraiment ce qui compte quand on veut investir, et c'est la sécurité finalement du portefeuille qui est le plus important au niveau des valeurs qu'il contient. Il faut évidemment que ce soit des valeurs qui soient solides et qui puissent toujours continuer de vous verser des dividendes même en période de crise. Les petits chats partout, c'est incroyable. Je sais pas combien il y a de chats sur cette île, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, la valorisation elle est accessoire finalement. Il faut vraiment se concentrer sur le revenu et c'est le plus important. Et surtout n'oubliez pas que pendant les crises, c'est pas parce qu'il y a une crise, encore une fois on me le dit souvent ça, oui mais Raphaël, si c'est la crise, tes dividendes, t'es bien marrant, mais ils vont arrêter d'être reversés. Ça encore une fois c'est une théorie qui est fumeuse, puisque évidemment que non. Ce qu'il faut comprendre pendant une crise, c'est qu'il se passe quoi? Il y a une perte de confiance des investisseurs dans l'économie et dans les entreprises et dans l'économie en général, ce qui fait que les valorisations prennent un coup. Mais est-ce que les entreprises elles arrêtent de fonctionner? Est-ce qu'il y a plus d'usines qui tournent? Est-ce qu'il y a plus d'entrepôts de camions qui vont livrer? Est-ce qu'il y a plus de travailleurs qui se lèvent le matin pour aller travailler? Non, évidemment que non. Il y a toujours une activité économique, donc des revenus, du chiffre d'affaires, des marges, des bénéfices et donc des dividendes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'il y a une crise et pendant que les valorisations baissent, c'est tout à fait pas impossible que les dividendes continuent d'augmenter. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans de suite sans aucune interruption. Croyez-vous que pendant ces 50 ans, il n'y a pas eu une seule crise? Évidemment que non. Rien que sur les 20 dernières années, il y a eu la crise du coronavirus, il y a eu la crise financière de 2008, il y a eu la crise technologique de 2000. Donc en 20 ans, il y a eu quand même 3 crises. Donc évidemment que les dividendes continuent d'augmenter pour certaines entreprises, et c'est là tout votre travail d'investisseur de bien sélectionner les entreprises qui continuent de verser des dividendes même pendant les crises. Ça c'est très très important. Ensuite, le troisième comportement en période de crise, c'est selon moi d'acheter en masse. Évidemment, c'est le moment d'acheter, même si ça peut paraître contre-intuitif lorsque tout chute, parce que vous allez sécuriser de très très bons rendements. Imaginez une rentabilité de 4% avant crise d'une entreprise. Si cette entreprise elle prend moins 50% dans la figure à cause d'un crash financier, et bien ce qui se passe c'est que votre rentabilité d'avant crise de 4%, elle se transforme en rentabilité immédiate de 8%. C'est la même entreprise, c'est simplement que les investisseurs et l'économie a fait que vous achetez une très très bonne entreprise à un très très bon prix. Donc c'est injuste finalement parce que vous achetez cette entreprise à quelqu'un qui estime que voilà, c'est la fin du monde, c'est l'économie qui s'écroule, qui fait donc du panic sell comme on l'a dit dans le premier comportement, qui revend dans la panique, alors que vous êtes là et vous vous dites bah non,
c'est une très bonne entreprise, elle a toujours les mêmes fondamentaux, elle a toujours la même activité, elle génère toujours de l'argent. C'est simplement que tout le monde a peur. Et donc les mauvaises et les bonnes entreprises, tout le monde est dans le même panier et tout le monde subit un crash financier dans la gueule. Et vous êtes là à ce moment-là en train de sécuriser des actions d'une entreprise qui est excellente avec de très bons fondamentaux, parce que vous avez compris que c'est le moment d'acheter en masse et de sécuriser de très bonnes rentabilités en termes de dividendes à l'achat, puisque avant crise il y avait peut-être 4% de rentabilité ou 3%, et après crise il y a 7 ou 8% de rentabilité parce que ça a pris moins 50%. Donc vous faites x2 sur la rentabilité. Donc ça c'est vraiment bien l'opportunité pour vous de verrouiller d'excellentes opportunités, et c'est pour ça qu'on dit que les crises sont toujours des opportunités d'investissement, puisque vous verrouillez d'excellentes opportunités, d'excellentes rentabilité. Et ça c'est vraiment très dommage pour ceux qui vendent, parce que rappelez-vous que pour tout acheteur se trouve un vendeur et pour tout vendeur se trouve un acheteur. Donc si vous achetez des actions à des prix bradés, c'est que quelqu'un a vendu à ce prix bradé en pensant que c'était le bon choix de vendre à ce prix bradé, ce qui est certainement pas, eh bien je pense, le bon choix. Mais encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais je pense que la personne qui vend à ce moment-là est en train de faire ce qu'on appelle du panic selling, comme on l'a vu dans le premier point. Et donc le quatrième comportement selon moi à avoir en période de crise, c'est donc d'acheter des très bonnes entreprises. Donc qu'est-ce que c'est selon moi de très bonnes entreprises? Ça correspond à deux critères. Le premier critère, eh bien c'est le fait de pouvoir suivre l'inflation et même de combattre cette inflation. On en parle dans cette vidéo de l'inflation, on en voit en ce moment de l'inflation en 2022, il y a beaucoup d'inflation, on est sur des niveaux records. Donc si l'inflation pour une année donnée elle est de, on va dire 4%, 5%, il faut que votre entreprise elle augmente son dividende d'au moins 4 à 5% et même 6, 7, 8% de façon à combattre l'inflation et quand même gagner de l'argent. Parce que si vous suivez pile le cours de l'inflation, j'espère que vous m'entendez bien avec le vent, si vous suivez juste le cours de l'inflation, finalement vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes à l'équilibre, vous êtes flat, et encore on oublie tout ce qui est imposition et compagnie. Vous devez avoir des entreprises qui réussissent à augmenter leurs dividendes au-delà du cours de l'inflation réel, de façon à pouvoir combattre cette inflation et toujours et encore gagner de l'argent. Donc ça c'est très important. Et oui, pour ceux qui se posent la question, ça existe évidemment. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à combattre l'inflation, il y a des entreprises qui s'alignent, il y a des entreprises qui dépassent l'inflation. Donc ça c'est à vous de trouver ces entreprises qui vont faire en sorte que votre portefeuille soit protégé et vous fasse toujours gagner de l'argent, peu importe l'état économique. Ça c'est le premier point pour moi d'une très bonne entreprise. Le deuxième point d'une très bonne entreprise, ce sont les entreprises qui se trouvent dans des secteurs ce qu'on appelle non cycliques. Donc ce qu'on appelle un secteur non cyclique, c'est un secteur qui fait que ces entreprises se portent bien, peu importe l'état de l'économie. Que ce soit une récession, que ce soit une économie en plein boom, cette entreprise, ce secteur se porte bien parce qu'elle arrive toujours à vendre. Donc on pense littéralement à tout ce qui est boissons, nourriture, gel douche, dentifrice, produits de la maison, produits hygiéniques, tout ce que tu veux. Ce sont des secteurs non cycliques. On vend tout le temps parce qu'on a besoin en tant qu'humain de ces produits au quotidien et d'une façon récurrente. Alors que les secteurs cycliques, eux, ça va plutôt être les secteurs de tout ce qui est hôtellerie, voiture, plaisir, hobby, loisirs, etc. qui eux vont se porter mal quand c'est la crise, parce qu'évidemment quand c'est la crise, ben, il faut de l'argent, donc on dépense moins dans tout ce qui est hôtel, voyage, casino et tout ce que tu veux. Et donc ces secteurs se portent beaucoup moins bien quand il y a une crise, parce que bah, évidemment ils font beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de chiffre d'affaires, beaucoup moins de bénéfices. Donc trouver des très bonnes entreprises, ce sont trouver des entreprises qui combattent l'inflation et qui sont dans des secteurs non cycliques. Et ensuite vous devez investir dans ces entreprises, évidemment j'ai envie de dire à condition que, ça va être le troisième point d'une très bonne entreprise, à condition que cette entreprise elle réussisse à augmenter son dividende de façon croissante et régulière année après année. Ça c'est évidemment le critère même numéro 1 que j'aurais dû dire, au-delà de l'inflation et au-delà du fait que ce soit un secteur non cyclique. On veut en tant qu'investisseur des entreprises dans des secteurs qui qui réussissent à augmenter leurs dividendes de façon croissante et régulière, et ça c'est le point le plus important. Donc voilà les amis, concernant cette vidéo, personnellement j'ai pas envie de dire que j'ai hâte qu'il y ait une crise financière, mais je sais qu'on va potentiellement connaître une prochainement, et je sais qu'à ce moment là je serai prêt pour acheter en masse, parce qu'il y aura énormément d'opportunités. Et évidemment je ne manquerai pas d'en faire partager à tous les membres de mes programmes. Donc tu peux retrouver d'ailleurs dans la barre de description tous les liens, que ce soit un service mensuel dans lequel je te partage toutes mes positions mois après mois, ou alors de la formation vidéo, du format papier avec du livre, ou encore du séminaire et que sais-je. Bref, beaucoup de ressources dans la barre de description ci-dessous. Donc j'ai hâte, ou pas, encore une fois, j'ai hâte de vivre ça. On l'a connu déjà en mars 2020 avec la crise sanitaire, où j'estime ne pas avoir assez investi et renforcé à ce moment-là. Et parce que ça a été très rapide, finalement, ce crash, il est vite reparti vers des nouveaux records. Ça a été assez phénoménal. Mais voilà, en tout cas les amis, encore une fois, ne cherchez pas à avoir de boule de cristal. C'est vraiment la conclusion à avoir. Il y a beaucoup trop de gens qui se posent beaucoup trop de questions sur ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, c'est justement ne pas chercher à anticiper une crise, puisqu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que les investisseurs ont toujours perdu beaucoup plus d'argent à chercher à anticiper une crise plutôt que ce qu'ils ont perdu en traversant cette crise là. Donc en fait, en ne faisant rien, en attendant une hypothétique crise, vous perdez beaucoup plus d'argent qu'en traversant cette crise là, parce que voilà, si vous
concentrez sur le revenu, vous vous en foutez du marché actuel. Alors, il faut faire attention à acheter pas trop cher, évidemment, vos actions, parce qu'il y a beaucoup d'actions aujourd'hui qui s'achètent beaucoup trop cher. Mais si vous faites systématiquement attention à acheter de très bons fondamentaux à un bon prix, et il y a toujours des opportunités, peu importe la folie des marchés, eh bien, vous vous concentrez sur le revenu et vous n'avez plus aucun stress vis-à-vis de votre portefeuille. Et si jamais il y a une crise qui arrive, oui, ça fait pas plaisir sur la valorisation de votre portefeuille, mais ça n'enlève en rien le fait que votre portefeuille continue de vous générer des revenus, et ça n'enlève surtout rien au fait que vous allez pouvoir acheter énormément d'actions à un très bon prix, de façon même injuste à des investisseurs qui eux ont décidé de vendre dans la panique. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Voilà les amis, je crois qu'il y a mon bateau qui arrive là-bas, vous l'entendez avec son gros klaxon en train de me dire dépêche-toi frérot, sinon tu vas rater ta navette. Donc les amis, je vous laisse ici et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raphaël en direct du Sénégal. Ciao ciao.